Rester vivant. Rester vivant, il y a 20 ans, c'est un intitulé qui aurait pu évoquer les états d'âme de quelques intellectuels neurasthéniques, le congélateur plein, se posant la question de savoir si leur vie avait du sens et si la société dans laquelle ils vivaient en avait davantage. Rester vivant, il y a 20 ans, c'était encore un questionnement de riches, dépressifs, malheureux, mais pour certains des intellectuels qui se sont hasardés sur ce type de réflexion, je pense à Murray et à d'autres, Baudrillard dans un autre genre, ces questionnements qui paraissaient un peu oisifs peuvent être aujourd'hui tirés comme le fil d'une bobine pour nous amener au jour d'aujourd'hui. Et pour la majorité des gens, rester vivant aujourd'hui, c'est un questionnement tout ce qu'il y a de plus concret, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus primaire, et qui ne souffre pas de long développement pour justifier mais pourquoi ce titre, et qu'est-ce qu'il va dire, etc., etc. Tout le monde... je n'ai reçu aucune question sur rester vivant, mais quid, de quoi on parle, voilà. Et ça, c'est un signe, hein, c'est un signe des temps. Il y avait peut-être les survivalistes il y a 10 ans ou 15 ans, qui à la suite de... Parce que vous savez qu'on a toujours un petit temps de décalage dans certaines problématiques avec les États-Unis d'Amérique. Il y avait donc, il y a 10 ans déjà, des gens qui faisaient des piles de boîtes de conserve, stockaient des armes à feu et fabriquaient des abris anti-atomiques en vue de je ne sais quel effondrement, guerre civile, etc. Et ces gens-là, il y a 10 ans, étaient un peu pris aussi pour des rigolos, pour ne pas dire davantage, parfois. Et si vous regardez toutes ces années, il y a 20 ans, hein, les états d'âme d'intellectuels neurasthéniques se posant la question du sens, il y a 10 ans, les survivalistes qui se demandaient comment faire face à l'effondrement prochain, celui qui avait été annoncé il y a déjà une cinquantaine d'années par le Club de Rome, hein, et les travaux du Dennis Meadows. Eh bien, toutes ces questions-là, aujourd'hui, ont convergé, en quelque sorte, se sont tellement rapprochées de nous, sont tellement parties aujourd'hui de notre quotidien, qu'elles deviennent des questions accessibles ou des sujets accessibles à 80% de la population. Il y a certes des petites niches de gens qui continuent à vivre dans leur Walt Disney macronien ici et là, et pour qui la question de la survie ne se pose pas, la question de la vie non plus, d'une certaine façon, elle va de soi, et vous savez, quand on commence à poser la question, une question, c'est que déjà, elle ne va plus de soi, en tout cas, elle fait déjà partie de quelque chose qui a été mis à distance. Il en est ainsi de la question de l'identité, hein, qui est un problème qui en quelque sorte, qui se présente comme une solution, mais qui est avant tout la manifestation d'un problème. On y reviendra peut-être. Donc rester vivant, c'est quelque chose de très concret. Mais pour alimenter cette réflexion avec vous, il faudrait déjà se demander ce que c'est que la vie. Alors là, je vais être très terre à terre. Alors la vie, il y a des tas de gens qui se sont intéressés à ce qu'est la vie dans le monde, des scientifiques essentiellement. Et on sait ce qu'est la vie. Enfin, on sait ce qu'est la vie sur Terre. On n'est pas tout à fait sûr que la vie existe. Certains pensent qu'elle n'est qu'un miracle qui ne s'est produit qu'une fois dans l'univers. Bon, c'est peut-être, on n'en sait rien dans tous les cas de figure. Mais la vie sur Terre, on sait bien à quoi ça peut ressembler. La vie sur Terre, c'est une structure dissipative, c'est-à-dire ce sont des formes de... C'est une activité en quelque sorte qui dissipe de l'énergie, c'est-à-dire qui transforme de l'énergie dite libre, entre guillemets accessible, pour la transformer en énergie moins libre, c'est-à-dire moins accessible, plus difficile à utiliser. La vie, c'est l'homéostase, c'est-à-dire la capacité à maintenir son équilibre face aux menaces, aux déstabilisations, donc la capacité de maintenir son équilibre. La vie, c'est une structure qui fonctionne par l'apprentissage. La vie apprend. La vie apprend plus exactement et plus précisément, la vie apprend par la mort. Quand je dis la vie apprend par la mort, je veux dire par là que la vie, selon la théorie de la sélection naturelle,
est une structure qui élimine des formes de vie qui sont non adaptées à un instant T, à des contraintes environnementales données. Et la théorie de la sélection naturelle, c'est ce qu'on appelle un apprentissage par la mort. La culture est une forme d'apprentissage. Ce sont des sphères que nous avons créées, dans lesquelles nous transmettons des choses, dans lesquelles nous effectuons des apprentissages, mais c'est un apprentissage qui ne se fait plus directement par la mort, ou du moins pas par la mort d'un individu, peut-être par sa mort sociale parfois, mais qui se fait dans le cadre d'organismes collectifs. On y reviendra peut-être aussi si ça vous intéresse. La vie, c'est donc une structure dissipative qui utilise de l'énergie, qui rejette de l'énergie qui utilise de l'énergie accessible. C'est une structure qui maintient sa stabilité, c'est une structure qui est capable d'apprentissage, et c'est une structure capable de reproduction. Quand vous avez passé en revue ces 4 éléments, vous avez tout ce qui caractérise le vivant d'une façon générale. Alors évidemment, quand j'ai souhaité intituler cette conférence « Rester vivant », je n'avais pas l'intention de vous livrer une réflexion sur une conférence sur notre capacité à rester individuellement en vie, mais à rester collectivement en vie, du moins à rester en prise avec la vie et en prise avec ce qui caractérise le vivant d'une façon générale et de façon universelle aujourd'hui. Il n'y a pas de... Ce que je vous dis là, les 4 éléments dont je vous ai parlé, ne cherchez pas, il n'y a pas d'exception. Pendant que la vie fait ce travail, homéostase, dissipation de l'énergie, stabilité, apprentissage, reproduction, sur la Terre donc, qui protège cette expérience qui semble très rare et très exceptionnelle et peut-être même unique dans l'histoire de l'univers. Simultanément, un autre principe, en quelque sorte, cherche à foutre la merde là-dedans, ou en tout cas se manifeste en même temps, c'est la 2e loi de la thermodynamique, pour appeler le mal, si on veut, si on voulait vraiment une définition du mal. Donc c'est la 2e loi de la thermodynamique, c'est-à-dire celle qui vise à dissiper, détruire en quelque sorte, homogénéiser, déconstruire, dissoudre, réduire à l'élémentaire, d'une certaine façon, puisque la vie, dans sa grande sagesse, fabrique de la diversité de formes, de la diversité de cultures, de la diversité d'organismes, de la diversité de formes de vie, de stratégies de reproduction, un foisonnement, une arborescence permanente qui est, dont nous sommes tous bien évidemment les produits. Et en même temps que la vie fait ce travail de production de formes différentes, de production de richesses, elle subit en quelque sorte un adversaire permanent, une sorte de quelque chose qui marche avec elle, un peu comme l'ombre marche avec Lucky Luke, et nous tous. Et cette ombre, c'est la 2e loi de la thermodynamique. Vous connaissez celle de la dissipation, celle de l'homogénéisation, celle de la perte de diversité, celle de la destruction des formes, de la déconstruction des structures, de la désorganisation, etc., etc. Si on prend une thématique écologique que vous connaissez tous, celle de la biodiversité, on parle beaucoup de diversité parce qu'on a tendance à considérer, et c'est un préalable tout à fait intéressant, que la perte de diversité d'un écosystème, quelle que soit la taille de cet écosystème, sa perte de diversité est un signe de sa perte de vitalité, de sa perte de forme de vie. Et c'est pas faux, c'est vrai. Ce terme a un petit défaut quand même, c'est qu'il oublie par là que la condition de la diversité, c'est l'organisation. La vie n'est pas diverse, elle est organisée, et parce qu'elle est organisée, elle est diverse. C'est pas un détail. Parce que si vous focalisez simplement sur le résultat, c'est-à-dire la diversité, en gros, j'ai une pastille Valda, une saucisse Knacky Herta, un bouquet de primes verts, et puis je sais quelle connerie, etc. Je fous tout ça dans un sac en plastique, c'est de la diversité, d'un certain point de vue. La multiplication des formes quelque part, ou l'accumulation plus exactement des formes quelque part, dans un écosystème donné, est, je dirais, une photographie, un instant T, si vous voulez, de ce qu'est l'état de la vie à cet endroit.
mais ce qui caractérise, ce qui fait la vie, c'est-à-dire ce qui crée les conditions permanentes du renouvellement des formes, de la diversité de ces structures, etc., dans le monde, c'est bien l'organisation. Et ça tombe bien parce que le deuxième principe de la thermodynamique, c'est celui qui désorganise, qui déconstruit, etc. Vous n'aurez pas de mal, si vous regardez un petit peu, et je pense qu'on pourrait d'ailleurs un jour se pencher nombreux sur cette question, vous n'aurez pas de mal à trouver dans les conflits sociaux qui agitent notre monde, dans les débats idéologiques, dans les influences réciproques, à l'intérieur même des sociétés humaines, à l'intérieur des enjeux et des champs idéologiques, vous n'aurez pas de mal à trouver des formes qui, d'une certaine façon, restituent ces questions, les font vivre d'une façon différente. La vie, la condition de la diversité de la vie, c'est précisément la communauté, c'est-à-dire l'enveloppe et l'organisation précise, c'est-à-dire la coopération des formes du vivant. Ces coopérations sont des formes de compétition. Là, c'est une coopération du point de vue méta, mais d'autres points de vue, ça peut être analysé comme une forme de compétition. Vous savez qu'il y a des lectures purement compétitives du vivant. Les gens, c'est un peu celle qu'on avait au XXe siècle, dans la foulée de celle qu'on avait au XIXe siècle. C'est l'idée que en fait, le monde est un champ de bataille permanent dans lequel ne survivent que les plus forts, les plus intelligents, les plus audacieux, les plus capables, les plus coopératifs, voilà, etc., etc. Et cette lecture ultra compétitive, cette vision ultra compétitive du vivant, des processus vivants, de sélection naturelle, etc., est juste. Elle existe. Il y a bien effectivement une lutte pour la vie. Si on reprend le vocabulaire très 19e-iste sur ce sujet, il y a bien une lutte pour la vie. Mais cette lutte pour la vie emprunte depuis longtemps d'autres formes qui s'apparentent à ce qu'on peut appeler une coévolution, c'est-à-dire à des formes de coopération approfondie. Ces formes de coopération font qu'il existe des communautés, donc des écosystèmes, à l'intérieur duquel des espèces de nature de règnes différents, les règnes animal, règnes végétal, etc., de règnes différents coexistent, s'alimentent les unes des autres, coopèrent et établissent ce qu'on appelle des symbioses. Les symbioses, vous savez tous, j'imagine un peu ce que ça veut dire. Il y a des symbioses, je dirais, mutualistes, il y a des symbioses commensalistes, et il y a des symbioses parasitaires. Les symbioses mutualistes, c'est pas très compliqué, c'est quand deux espèces ou deux groupes vivants coopèrent pour produire. Vous allez voir, il y a de la politique dans tout ça après. Vous allez voir que quand deux groupes établissent des symbioses mutualistes, la coopération entre ces deux groupes est mutuellement profitable. Ou deux individus dans un même groupe, etc. La coopération est mutuellement profitable. C'est ce qu'on appelle une symbiose mutualiste. Quand la symbiose est profitable à l'un des deux groupes et neutre pour l'autre, on parle de symbiose commensaliste. C'est quand vous avez les petits oiseaux qui sont sur le dos des rhinocéros et qui piquent dans leur truc les petits aliments, les petits vers qui se foutent dans leur carapace. C'est commensaliste, je dirais l'oiseau s'alimente, mais pour le rhinocéros, c'est relativement neutre. Certains disent que c'est pas tout à fait neutre, qu'en fait c'est vraiment utile au rhinocéros. Bref, une chose est sûre, c'est qu'on n'en voit pas l'intérêt direct. Et donc, il y a des symbioses qui sont des symbioses qui ne profitent qu'à l'un des deux partenaires. Et puis, il y a les symbioses dites parasitaires. Ces symbioses parasitaires, ce sont des symbioses dans lesquelles un groupe vivant, une espèce, un collectif, quel qu'il soit, ou même un individu, puisque ces symbioses sont sur le plan individuel, se sert, en quelque sorte, profite d'une relation alors qu'elle est nuisible à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle du parasitisme. En biologie, là on retourne tous un petit peu, je suis désolé, c'est niveau 3e mon truc, là, mais vous voyez tous de quoi je parle. Et donc, ces formes de symbiose définissent les nombreuses formes d'organisation, de coopération que les groupes vivants, les espèces et même les individus, les collectifs, établissent les uns avec les autres pour coopérer. La coopération, c'est fondamental. C'est pas seulement fondamental pour la vie dans l'absolu, c'est fondamental pour les êtres humains. Notre histoire, c'est l'histoire de coopération réussie, de coopération puissante,
qui ont permis d'assembler des individus doués de qualités très intéressantes en organismes sociaux, collectifs, coopératifs, plus puissants, plus efficaces, pour accéder à des territoires, à des ressources, pour se protéger, pour faire la guerre, pour créer, pour fabriquer des outils, etc., etc. Et l'histoire du monde, depuis que le monde est monde, c'est l'histoire malheureuse des petites ou des coopérations insuffisantes, des coopérations défectueuses ou de l'absence de coopération face à des entités collectives puissantes, de plus en plus puissantes, capables de coopérer, capables d'organiser et de réaliser cette petite opération un peu idiote que j'avais énoncée l'année dernière. Petit q, qualité des individus, multiplié par grand Q, quantité de ces individus, multiplié par C, avec cette qualité des individus multipliée par cette quantité d'individus, multipliée par leur capacité de coopération les uns avec les autres, vous avez P. P, c'est la puissance dans l'histoire. Il n'y a donc pas de puissance, il n'y a donc pas en quelque sorte de possibilité de faire face à l'histoire, d'assurer une des fonctions, les fonctions fondamentales de la vie, reproduction, homéostase, apprentissage, etc., etc., à partir du moment où vous ne réalisez pas cette équation. Il n'y a pas de puissance individuelle. Ça n'existe pas. En tout cas, si l'on parle tous de la même puissance. Après, il y a des gens... voilà. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a vu fleurir dans certains milieux de droite des éphèbes plus ou moins barbus, très, très contents d'eux, et relisant Nietzsche après 500 autres, et qui se découvrent aujourd'hui je dirais des stratégies, des représentations ou des analyses qui fleurent bon, si vous voulez, l'individualisme narcissique, typiquement américain, malheureusement aussi de plus en plus souvent européen, et comme réponse en quelque sorte à je ne sais quel problème lié à la modernité. L'individualisme et la modernité ont maille à partir depuis longtemps, et cette loi que j'énonce, cette loi un peu primaire, un peu stupide que j'énonce, cette loi de la coopération et de la puissance dans l'histoire est incontournable. Tant qu'on l'a à l'esprit, on comprend, si on ne perd jamais ça de vue, on apprend, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il y a surtout beaucoup d'impasses à éviter et à regarder d'assez loin avec amusement et à oublier d'urgence. Il n'y a donc pas de vie sans organisation, sans coopération, sans puissance. La vie dans l'apprentissage dans les sociétés traditionnelles, dans les cultures, c'est toujours fait selon la règle du contrôle social par le potin méchant. Pour faire très simple, il existe des normes sociales dans des groupes d'individus qui coopèrent les uns avec les autres. Ces normes sociales communes relèvent la plupart du temps de non-dits et deviennent explicites lorsqu'il est nécessaire de remettre un tel ou un tel dans le droit chemin. Si vous avez un ado de 17 ans qui fait un peu trop de bruit dans la rue, dans une société normale, une personne passant dans la rue lui dira « fais moins de bruit ». Elle pourra le faire puisqu'il y a un accord sur ce qu'est un bruit trop élevé ou pas. Si une personne ou un homme s'approche d'une femme ou échange avec une femme, dans la plupart des sociétés normalement constituées, il y a des distances réglementaires qui s'établissent d'un commun accord, une sorte de sensibilité réciproque qui établit ce qu'est une forme de correction dans l'attitude, dans la distance des corps et dans la façon de parler, etc., etc. Là non plus, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de loi qui ait été établie pour définir tout ça, nulle part. C'est une question de sensibilité, c'est une question de temps, c'est une question de sédimentation, des choses qui s'établissent progressivement et qui font que les humains, les individus dans un ensemble humain, coopèrent de façon efficace. Cette coopération par le potin méchant, elle fonctionne comment ? Si quelqu'un sort du rythme et ne respecte pas les codes, les normes du groupe, les normes du groupe culturel, eh bien, il va se faire mépriser sur son lieu de travail, sa femme va se faire moquer sur, je sais pas, l'endroit où elle vit, ses gosses vont peut-être se faire mettre de côté dans la cour de récréation, j'en sais rien, bref. En tout cas, le potin méchant
va se mettre en marche, et donc la société va commencer à créer je dirais une sorte de vortex d'exclusion, ou en tout cas dans un premier temps de mise en garde, qui va progressivement ramener l'individu et tous ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire sa famille, puisque collectivement, voilà, dans les normes de fonctionnement du groupe. Donc vous voyez, ça c'est le contrôle social par le potin des champs, qui n'a rien à voir avec le contrôle social par les flics, par l'État, par le numérique, etc., c'est-à-dire par des structures qui cherchent à recréer dans des organismes collectifs devenus acculturés, post-culturels, et non pas multiculturels, mais post-culturels, qui cherchent à restituer, réintégrer en quelque sorte des normes de vie collective entre des individus dissemblables, qui ne partagent pas toujours le même ressenti sur les choses, qui ne partagent pas le même récit sur l'origine de ce qu'ils sont, l'origine de leur groupe, pas toujours le même code civil, pas toujours les mêmes lois religieuses, etc., etc. Et plus les collectivités, les collectifs sont dissemblables, hétérogènes, et plus le contrôle social ne peut plus se faire par le potin méchant. C'est-à-dire il ne peut plus se faire par l'échange entre les gens et le réajustement permanent que vous pouvez trouver très pesant. Si vous avez toujours vécu en ville et que vous vous installez à la campagne, vous allez comprendre que le potin méchant, ça a l'air sympa comme ça dans une salle pendant une conférence, mais que dans la vraie vie, dans un village, c'est parfois assez pesant quand même. Hein. C'est lourd. C'est lourd. Nous avons désappris à vivre avec cela, mais nous avons appris à vivre avec les flics, avec les avocats, avec les courriers recommandés, avec accusés de réception, etc., etc., etc. Voilà. Est-ce qu'on y a perdu, est-ce qu'on y a gagné? Une chose est sûre, c'est que plus la société est hétérogène, plus les gens sont dissemblables, plus ils ne partagent plus un accord fondamental sur les choses, un ressenti sur un niveau de voix, une distance réglementaire entre un homme et une femme, un comportement, une façon de parler, et plus l'État s'impose. Et l'État, quand je parle de l'État, je parle on pourra en parler après tout à l'heure, approfondir les questions de l'État. Plus l'État s'impose, ou en tout cas un État d'une forme un peu nouvelle, un État moderne, comme le régulateur des passions collectives, des stress sociaux, et d'une certaine façon, pour le faire, il a besoin, pour échapper, je dirais, à la concentration évidente des pouvoirs que ce type de démarche, ce type de mission lui apporte, l'État va utiliser des outils de coopération d'un genre de plus en plus invasif, et nous arrivons au terme de cela. Au départ, les sociétés, les grandes sociétés, ce qu'on appelle les sociétés complexes, le sont devenues parce que, qui étaient déjà des sociétés post-culturelles, qui étaient déjà des débuts de civilisation, le sont devenues parce qu'on a trouvé les moyens d'augmenter les cercles de coopération et établir des coopérations de plus en plus larges, à des individus de plus en plus nombreux. Et on sait que ça n'a pas toujours été facile dans l'histoire. Les Européens se sont particulièrement illustrés en matière d'ingénierie sociale pour essayer de faire cohabiter de façon très efficace des individus ensemble. Les Han aussi en Asie et les empires de Mésopotamie et du Proche et du Moyen-Orient témoignent que depuis longtemps, on a cherché à organiser des sociétés avec de plus en plus de personnes. Et plus vous mettez ensemble des personnes, plus vous créez de la complexité sociale, plus vous créez des tâches parcellaires, c'est-à-dire de la dépendance réciproque. Hein, parce que le principe de la complexité sociale, c'est toujours la même chose. C'est on ne fait pas tout, hein, et c'est pour ça que la société est complexe. On a un type qui fait le pain, et puis on a un type qui fait ceci, un type qui fait cela, et puis si tu me payes ça, moi je te file du pain. Enfin bon, vous voyez comment ça marche. La complexité sociale, c'est le résultat, d'une certaine façon, c'est le résultat d'une forme de coopération, mais aussi d'interdépendance acceptée. Et elle est acceptée précisément parce que l'État, quand l'État a l'intelligence, je dirais, de limiter ses coopérations à des individus capables de coopérer sans pression excessive, sans normalisation excessive, sans ingénierie sociale excessive. Plus les États s'étendent, regardez l'Empire romain qui va multiplier ses effectifs militaires entre le 2e et le 3e siècle, c'est-à-dire un moment où, pour l'essentiel, ces frontières sont établies,
il s'est imposé à peu près partout, etc. Et là, vous vous apercevez que l'Empire romain, en fait, va augmenter ses effectifs dans des proportions stupéfiantes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais j'avais regardé. Je crois que c'était multiplié par 2,5, je crois. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'un empire aussi bien établi, ayant vaincu tous ses adversaires, ayant établi un limès et des frontières à peu près partout, éprouve le besoin tout d'un coup comme ça de renforcer ses effectifs militaires, ses légions, etc. etc. Ben, on le sait, hein, depuis les travaux de Joseph Stenter notamment, on sait que plus une société est hétérogène, plus elle est complexe, plus automatiquement elle a besoin de remplacer les coopérations par le potin méchant, tout ce qui en dérive, hein, parce que j'ai pris un exemple un peu anecdotique, mais vous comprenez tous de quoi je parle, par des coopérations réglementées, ce qu'on appelle le forçage coopératif. Le forçage coopératif, c'est quelque chose de fondamental, c'est la condition d'existence de l'État. Mais c'est en même temps et simultanément un processus qui commence très tôt dans notre histoire, qui commence avec les premières batailles grecques, et les premiers régiments d'infanterie grecs, et qui, des hoplites, hein, et qui, jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte, a changé de nature. Aujourd'hui, il s'agit de faire coopérer de façon contrainte des individus appartenant à des pays différents, parlant des langues différentes, étant d'origine différente, appartenant à des religions différentes, etc. Il n'y aura pas de solution culturelle à l'impératif de contrôle social d'un ensemble humain de cette dimension et de cette hétérogénéité-là, sans un contrôle social de nature totalitaire. Et il n'y en aura pas, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura pas. Plus une société devient hétérogène, plus elle devient étendue, et plus elle est obligée de renforcer ce forçage coopératif. Je l'affirme comme cela, mais je pense que je n'ai pas besoin de le démontrer. On l'observe tous les jours de façon extrêmement efficace. Et je dirais que pour un certain nombre de personnes, ça leur a vraiment sauté aux yeux à l'occasion de la crise sanitaire. On n'avait pas vu l'État se manifester de façon aussi claire et directe dans notre intimité, en quelque sorte, depuis longtemps. Alors certains avaient déjà le nez dedans depuis longtemps, hein. On savait tous qu'on était des stocks d'organes disponibles à notre mort, qu'on ne pouvait pas se faire enterrer où on voulait, qu'on décidait du programme éducatif de nos enfants à nos places, qu'on ne pouvait pas sortir ses enfants de l'école d'ailleurs parce que, qu'on ne pouvait pas enseigner à la maison ou que c'était très compliqué, etc. Bref, on a vu l'État renforcer étape après étape, au fur et à mesure, tout au long d'un processus déjà bien ancien, ces techniques de contrainte pour créer ce forçage coopératif. Le forçage coopératif, pourtant, ça va avec l'État, c'est quelque part quelque chose qui a créé aussi la puissance. La puissance, la créativité, l'efficacité des civilisations, des cultures d'Europe depuis très longtemps. Je parlais des hoplites, par exemple. Les hoplites, bien, ce sont des soldats. Et donc, pour renforcer en quelque sorte pour créer ce forçage coopératif dans les hoplites, entre les hoplites, face à des armées perses qui étaient infiniment plus nombreuses et très puissantes en ressources, etc., eh bien, le forçage coopératif, c'était typiquement de les aligner, de les faire marcher en ligne, de les aligner donc, de leur donner tous la même armure, ce qui n'était pas le cas des forces perses, vous aviez des tas de corps avec des tas de tenues différentes, etc., etc. Donc les Grecs s'habillaient tous de la même façon, utilisaient un casque qui limitait leur champ de vision. Intéressant ça, hein, qui limitait leur champ de vision. On regarde devant. Donc, hein. Ils avaient tous le même casque. Ils marchaient en ligne, successives, les unes derrière les autres. Donc pour vous tirer sur le champ de bataille. Non, parce que c'est un des problèmes de la coopération, c'est ça. C'est à quel moment, c'est face au danger, face à la mort, à quel moment vous choisissez de risquer votre vie, à quel moment vous avez le choix de le faire, à quel moment un soldat a la possibilité de quitter le champ de bataille. C'est ça la coopération fondamentalement. Est-ce qu'il a la possibilité de quitter sur le champ de bataille ? Ah non, ce général ne me convient pas, sa stratégie n'est pas bonne, je rentre chez moi. Ou le mec à côté duquel ils m'ont mis, c'est un foireux, je n'ai pas l'intention d'aller me battre. Ou les mecs en face, ils n'ont peut-être pas tort, finalement, je n'ai pas l'intention d'aller mourir contre eux. Et qu'est-ce que fait qu'un type qui déserte ? La première des choses qu'il a à faire, parce que nous sommes des mammifères sociaux, la première chose que fait une personne qui déserte, en toutes circonstances, c'est qu'il essaie d'emmener le plus de personnes possible avec lui. Parce que c'est la condition de la possibilité, c'est l'idée, c'est le processus psychologique par lequel il ne trahit pas tout à fait. Bien.
Il y a des militaires dans la salle, je suis certain qu'ils comprennent très bien ce que je veux dire. Et donc, d'une certaine façon, cette coopération, pas les hoplites, avec ces lignes de phalanges, etc., avec leurs casques limités, etc., marchaient tous en plus au pas. Ils marchaient au pas avec un tambour, boum, boum, boum. Et donc, marchant tous au pas, ils étaient tous synchronisés. C'est aussi une des caractéristiques des communautés de culture, c'est cette synchronisation. Je vous ai parlé tout à l'heure de la coopération par le potin méchant. Eh bien, cette coopération, elle se fait dans la vie des cultures, dans la vie des communautés de culture, elle se fait par des processus de synchronisation. Synchronisation par les dates, synchronisation par les symboles, synchronisation par des processus de commémoration, synchronisation par le récit, synchronisation. Et donc, pour en revenir à mes hoplites, parce que c'est un bon exemple, pour illustrer ce qu'est le forçage coopératif et la communauté de culture simultanément. Donc ces individus qui marchaient en ligne les uns derrière les autres, au son d'un tambour qui les faisait marcher au pas, simultanément, eh bien, on mettait sur une même ligne, alors vous aviez un bouclier, hein, et votre bouclier vous protégeait en gros la moitié gauche de votre corps. Et avec ce bouclier, vous protégiez la partie droite de la personne qui était à côté de vous. Intéressant aussi, ça. C'est-à-dire que si vous faisiez la malle, ou si vous faisiez défaut, vous ne mettiez pas simplement votre vie en défaut, vous mettiez la vie de la personne qui est à côté de vous en défaut. Et donc, évidemment, là, l'enjeu est tout à fait différent. Il y a tout d'un coup plus de décisions purement individuelles. C'est le propre, pour les téléphones, merci, c'est le propre des communautés de culture, c'est-à-dire qu'elles aboutissent toujours à une forme de collectivisation de la prise de décision. On ne prend plus une décision seulement pour soi-même, mais dans le cadre d'un processus de synchronisation et de sauvegarde réciproque. Et donc ces boucliers qui protégeaient votre flanc gauche et protégeaient le flanc droit, les Grecs étaient très malins, ils se débrouillaient toujours pour que sur une même ligne, on trouve en plus des personnes apparentées, appartenant à la même famille. Des frères, le père, le frère, les fils, le père, les oncles, les frères, les fils, le père, bref. Si vous vous tiriez, non seulement vous menaciez la collectivité et le groupe, et la personne immédiatement à côté de vous, mais le type qu'on avait mis à côté de vous, c'est un membre de votre famille. Astucieux, non ? Réfléchissez bien à ça. Cette forme de coopération, ce forçage coopératif initial, celui qui est fondateur dans l'histoire de notre civilisation, pour autant qu'on considère que les Grecs, la civilisation grecque, la lumière grecque et la lumière romaine, je dirais, éclairent notre histoire, encore aujourd'hui, est une illustration claire de la façon dont l'État a cherché à, au-delà des communautés naturelles, celles qui se faisaient au Paléolithique, 95% du temps de vie de l'humanité, le Paléolithique. Hein. Alors je dis ça parce que c'est pas un détail, quand même. On se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux, qu'est-ce qui pourrait les rendre heureux, dans quel cadre ils seraient bien, quelle est la forme d'organisation politique, sociale la plus adaptée, etc., etc. Ok, mais coucou, on appartient à une espèce dont 95% du temps de vie, c'est le Paléolithique. Regardez comme les êtres vivants, comme les êtres humains vivaient au Paléolithique, pourraient nous donner quelques intuitions, quelques indications, sur ce qui rend les gens heureux, ce à quoi nous sommes adaptés fondamentalement. Je ferme la parenthèse. On en revient à nos hoplites. Et donc, nos hoplites, vous comprenez bien que quand vous avez affaire, que vous êtes perse en face et que vous arrivez avec des types qui ont des tas de trucs dans les cheveux, qui chargent, etc., des super guerriers, hein, par exemple, etc., les combats, ce ne sont pas des combats individuels, un peu comme ceux qu'on voit dans certains films, on a l'impression que les champs de bataille, c'était des champs entre des suites de corps à corps, en quelque sorte, ou des suites de combats individuels, de duels, vous voyez. En fait, pas du tout. Ce qu'ont fait les Grecs, ce qu'ont fait les Romains, ce qu'ont fait les Européens dans leur histoire, ce génie de l'État dans les peuples de civilisation européenne, dont la France, c'est précisément d'avoir toujours développé des formes d'ingénierie sociale intelligentes visant à s'inspirer des collectivités naturelles, des communautés naturelles. Ces communautés naturelles qui forment des organismes collectifs. On parle là d'organicisme social, c'est-à-dire la vision d'un collectif, d'une population, d'un peuple, non pas simplement comme l'addition d'individus coopérant par le truchement du contrat social, j'aime bien truchement, et on parle d'êtres vivants, de familles étendues, comme au Paléolithique, ayant des liens de sang, des pratiques religieuses, un récit
sur l'origine du monde et leur place dans ce monde. Et il a fallu que les États sont nés, en quelque sorte, de ces champs de bataille, de cette nécessité, en quelque sorte, dans l'urgence, de coopération sous stress vital, sur les champs de bataille notamment. L'État naît aussi, sur ces champs de bataille, de cette idée qu'il va falloir survivre au résultat de la bataille. Il va falloir que quelque chose survive à cette bataille. Et l'État naît de cela. Il ne naît pas simplement de cette technique de forçage coopératif et de la nécessité de la mettre en œuvre entre des Grecs contre des envahisseurs. Il va naître aussi, typiquement, de ce besoin, de cette claire conscience que on peut imaginer perdre 80% de nos effectifs. C'est ce qu'a perdu Rome contre, je crois, les armées d'Hannibal. On peut perdre 80, je ne sais plus quel est le nom de la bataille, si ça revient à quelqu'un, il nous le dira. On peut perdre 80% de ses effectifs et se dire qu'on n'a pas vocation à mourir comme organisme collectif, comme communauté de culture pour autant. L'État ne naît pas simplement du contrôle du territoire, il naît aussi, simultanément, de la nécessité de survivre à la bataille et de maintenir dans le temps, et pas simplement dans l'espace, de maintenir dans le temps la possibilité de la régénération de la culture et de la possibilité d'autres batailles. L'État organise la célébration des morts, donc il célèbre le sacrifice, il est là pour ça aussi, et c'est ce qui fait qu'on va d'autant mieux se sacrifier. Quand vous êtes sur un champ de bataille, en dehors du fait que quand vous avez compris que si vous êtes sur une ligne d'hoplite, pour vous tirer du champ de bataille, c'est mal barré, ou alors il faut vraiment... Bon, bref, vous voyez, c'est très compliqué. Bon, mais imaginez qu'en plus, dans ces cultures, les morts sont célébrés, leurs familles sont honorées, dans toute la communauté. On en parle, et on n'en parle pas pendant 2 ans, ou à l'occasion d'un... On en parle pendant des générations. On érige des monuments pour ces hommes-là. On célèbre leur fait d'armes. Et vous comprenez bien que l'État, là aussi, est fondamental là-dedans, dans ce processus-là. Il vise à entretenir le souvenir, le souvenir des sacrifices qui ont été concédés par ceux qui ont dû, je dirais, livrer leur vie au profit du collectif. Et en même temps, simultanément, il crée les conditions de l'organisation de ce collectif, de cette coopération sous stress maximal, dans la bataille, dans le conflit, face à un enjeu ou un stress vital, un enjeu de vie ou de mort pour l'organisme social collectif. Évidemment, ces communautés de culture ont été un temps de notre histoire. Et ce temps semble révolu. Nos monuments aux morts témoignent du fait que ces pratiques, cette façon de fonctionner existait encore il y a un siècle sur nos terres, et qu'elle n'existe dorénavant plus du tout, en tout cas pas dans les processus qui les singent aujourd'hui au travers des médias, au travers du contrôle social par la honte, par la disqualification, etc., etc. Nous sommes donc dans des sociétés post-culturelles, c'est-à-dire qui cherchent à faire coexister des populations de nature différentes, de sensibilités différentes, et il ne s'agit pas de dire qu'une sensibilité est meilleure qu'une autre, d'ailleurs, qui pourrait jamais dire ça. Hein, il s'agit simplement de dire que la possibilité de coopération entre des individus dans l'histoire est donc la loi de la puissance, et l'absence de puissance, c'est la mort, je vous le rappelle. Que la loi de la puissance dans l'histoire, c'est la possibilité, la capacité d'organiser des coopérations efficaces. Les États-nations, en tout cas les États qui sont constitués en Europe à travers l'histoire, ont, je dirais, porté très haut cette science du contrôle social. Elles l'ont fait avec une efficacité absolument incroyable. Nous avons créé des sociétés de plusieurs millions de personnes, avec parfois de la brutalité, on sait comment les États sont constitués, etc. Et elles l'ont fait avec une efficacité de plus en plus incroyable. Lorsqu'elles se contenaient les unes les autres, en quelque sorte, les nations européennes, lorsqu'elles se contenaient en Europe les unes les autres, par leur puissance réciproque et leur capacité de destruction réciproque, elles se projetaient en quelque sorte sur les océans, et ainsi toutes ces
tous ces États sont devenus des États transnationaux. L'Empire espagnol, l'Empire portugais, l'Empire hollandais, l'Empire français, l'Empire allemand, l'Empire anglais, l'Empire italien, etc., etc. Tous ces États-nations, en quelque sorte, sont devenus des empires, concrètement, des empires transcontinentaux, et donc ont imposé leurs lois à des peuples, à des terres qui n'étaient pas capables de faire face à l'efficacité, aux capacités d'organisation que nous avions mis en place, à la puissance de nos capacités d'organisation, à notre capacité, par la technique, par la monnaie, de mettre en branle des milliers, des centaines de milliers de personnes et de pouvoir les déplacer, de pouvoir les organiser, de pouvoir en quelque sorte les projeter dans l'espace. Des civilisations se sont éteintes, des peuples entiers ont disparu, et les États-nations, devenus des empires européens, la France compris, on parle toujours de la République française, etc. La République française, à la fin du XIXe siècle, est un empire. Je veux bien que quelqu'un aille m'expliquer autre chose, mais factuellement, c'était un empire. Et donc, quels que soient les mots qu'on utilise, les mots ne sont pas les choses, bref, voilà. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au sortir je dirais, de la transformation de nos sociétés sous l'influence de pas mal de paramètres, on ne va pas rentrer dans les détails. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc les Européens, déprimés par leur capacité de destruction, déprimés par la mort, par la ruine, organisant leur introspection collective, en quelque sorte, se sont vus progressivement privés de leur position dans le monde, ont perdu leurs colonies, la plupart de leurs colonies, il en reste encore, et ont cherché à analyser, à essayer de comprendre quelle était leur place dans le monde qui s'était créé, prise à l'intérieur d'un condominium entre l'Empire soviétique, qui restait, lui, un empire, et l'Empire américain, qui étaient les produits aussi, qui étaient très largement apparentés aussi aux nations européennes, évidemment. Certains, comme Charles de Gaulle, ont compris que peut-être une nouvelle forme, une nouvelle façon de penser le monde, par la souveraineté, par des coopérations recentrées, par des coopérations ouvertes, efficaces, mais par la recherche aussi d'une certaine forme de souveraineté, une souveraineté que Charles de Gaulle n'a jamais pensée comme étant relevant simplement et uniquement des prérogatives de l'État, mais Charles de Gaulle avait laissé beaucoup d'indications sur, même s'il n'y a pas toujours, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur, en particulier sur le plan énergétique, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Charles de Gaulle est probablement le politique en Europe qui a probablement le mieux anticipé, d'abord parce qu'il avait été confronté aux manifestations concrètes, je dirais, de l'impérialisme anglo-saxon d'un côté, et je dirais qu'il pouvait ignorer la puissance de l'Empire soviétique de l'autre. En grand réaliste politique, Charles de Gaulle a été capable de produire une doctrine politique, en quelque sorte une vision, une représentation politique, qu'on qualifie aujourd'hui de souverainiste, même si cette notion de souveraineté mérite d'être enrichie. Encore une fois, pour moi, la souveraineté n'est pas simplement un enjeu pour l'État, c'est-à-dire la souveraineté de l'État, mais est un enjeu pour la famille, un enjeu pour le village, un enjeu pour toutes les formes d'organisation de la société. De ce point de vue-là, le principe de subsidiarité, même s'il a été très largement dévoyé par l'Union européenne, le principe de subsidiarité fait partie du logiciel politique compatible, à mon avis, avec le souverainisme. Mais c'est un autre sujet. Nous sommes donc à des époques où nos sociétés sont à nouveau prises dans des tentatives impériales. Les États-nations sont vus par leurs locaux, c'est-à-dire nous, comme des sphères de protection, des sortes de serres, en quelque sorte, à l'intérieur desquelles nous voudrions essayer de cultiver une façon bien à nous de faire les choses, une façon bien à nous de faire de l'économie, une façon bien à nous organiser, d'être coopératifs, etc., etc. Mais la plupart des structures étatiques de la plupart des nations européennes sont aujourd'hui dirigées par des gens qui considèrent de facto que les États-nations sont des structures obsolètes, les landers d'un empire nord-américain
nord-atlantique plus exactement, d'un empire nord-atlantique en cours de constitution. Et évidemment, il y a, comme vous le savez, un léger quiproquo. Un quiproquo entre, évidemment, des élites qui organisent d'emblée la landérisation, en quelque sorte, des nations européennes et de la France, et simultanément un peuple, une population qui attend de ces structures, de ces États-nations, de la protection, de la typicité, du sens, de la préservation de son écosystème, de son habitat, de sa façon de faire, etc. etc. Et jamais, plus qu'aujourd'hui, le quiproquo n'a été évident, et plus évident, plus clair, pour tout le monde. Et donc, évidemment, à un moment, ça va péter. Et nous sommes précisément à cette période un peu particulière, où nous avons affaire à des gens qui ont entrepris un processus de civilisation de la culture. C'est-à-dire qu'ils cherchent à nous faire vivre dans des sociétés post-culturelles, c'est-à-dire dans des sociétés dans lesquelles tous les modes de fonctionnement et de régulation sociale propres aux cultures, aux communautés de culture dans l'histoire, c'est-à-dire celles qui partagent une façon de faire, une façon de sentir, une façon de se représenter les choses, communautés de culture, deviennent pour eux en quelque sorte des structures à détruire, à désamorcer, à déconstruire. Déconstruire, c'est le mot. Karl Popper, d'ailleurs, avait très bien expliqué pourquoi, pour lui, les structures, les sociétés dites fermées, ce qu'il appelait les sociétés fermées, étaient des sociétés qui reproduisaient en permanence des comportements qu'il jugeait pathologiques dans l'histoire et qui aboutissaient à une extension toujours à Auschwitz. Eh bien, Karl Popper, donc, avait expliqué que c'était là, je dirais, la société fermée était l'ennemi. Et donc, qu'est-ce qu'on met face à un projet de société fermée? La société fermée, c'est la société de culture. On met des sociétés, on prône des sociétés ouvertes. Et donc, nous avons affaire fondamentalement à une oligarchie qui est acquise globalement à un projet d'ouverture, selon la terminologie de Karl Popper, d'ouverture forcée en quelque sorte de la société. Cette ouverture n'est pas simplement l'ouverture de ses marchés, l'ouverture de ses frontières, l'ouverture de ses flux migratoires, c'est en quelque sorte une déstructuration complète, c'est-à-dire un démembrement total de ses structures internes, de ses structures de représentation, de sa façon de se comprendre, de son récit, etc. etc. Nous n'avons plus de récit propre, nous sommes racontés par d'autres. Et il n'y a plus de souveraineté sans récit. Les communautés de culture dans l'histoire se constituent toujours avec, je dirais, des subjectivités vitales. Pourquoi je dis subjectivité vitale? Parce qu'elles sont subjectives de fait, puisque, comme vous l'avez, si vous connaissez un peu Claude Lévi-Strauss, il expliquait très bien comment les tribus d'Amazonie se représentaient elles-mêmes comme les hommes, et se voyaient comme le centre du monde, à l'image de l'ordre du monde, en quelque sorte, de l'ordre du cosmos. Et toute structure de culture produit en quelque sorte un récit sur la centralité, l'unicité et la place particulière que ses membres occupent dans la représentation du monde. Et donc nous sommes dans des sociétés dont les élites, en quelque sorte, par des programmes de formation régulièrement suivis, dans lesquels les élites organisent en quelque sorte ce démembrement des cultures pour nous faire vivre dans des sociétés à la Frankenstein, c'est-à-dire des sociétés additionnant alors le processus migratoire. Certains ont beaucoup à expliquer que les migrations, c'était le fait que des patronats avaient besoin de main-d'œuvre, etc. D'autres ont expliqué, ils avaient raison aussi, que c'était utile parce qu'il y avait un boom démographique, par exemple en Algérie, et qu'il était très utile pour un pouvoir qui avait un gros boom démographique d'envoyer une partie de sa population, parce que les classes dangereuses, c'est quand même toujours si vous avez fait un peu de polémologie, Gaston Boutoul, vous savez que les processus conflictuels sont toujours liés dans l'histoire aussi à la pyramide des âges, à la pyramide démographique. Bref, on sait donc que les classes dangereuses sont toujours les classes jeunes d'une certaine façon, c'est-à-dire celles qui ont un rapport à la vie et à la mort qui est un petit peu particulier. Bref, pour en revenir à ça, il y a des tas d'explications pour l'immigration. Il y en a une qui est encore beaucoup plus fondamentale. C'est qu'une société qui subit un flux migratoire important est une société dans laquelle plus aucun récit dominant ne peut s'imposer aux autres, tout simplement, et où le seul récit qui peut s'imposer, c'est l'absence de récit. Le vide. L'idéologie du supermarché. Le creux. Alors évidemment, quand on a vu certains philosophes de pacotille sur les chaînes de télévision nous expliquer pendant la crise Covid qu'il fallait
expliquer aux Français que nous étions tous responsables les uns des autres, que nous étions tous membres d'un même organisme social, et que dans ce contexte-là, il fallait appliquer notre solidarité, donc tous se faire vacciner, même si ce n'était pas utile pour nous, parce que ça pouvait être utile pour l'autre, qui était déjà vacciné par ailleurs. Bref, donc quand on est rentré dans cette phase-là, et qu'on a vu des idiots du village, mais rassurez-vous, ils ont des fonctions extrêmement bien rémunérées, nous expliquer que l'organicisme social était notre avenir, on s'est pris de l'envie de se pincer quand même. D'autant plus que c'est un marqueur, on le sait, c'est un marqueur très ancien dans la politique française entre le conservatisme et le progressisme. Pour faire simple, c'est un marqueur, c'est un clivage droite-gauche fondamental, l'organicisme social. Je vous en ai parlé un petit peu différemment de l'organicisme social, hein, en vous parlant des hoplites, du forçage coopératif, etc., etc. Et donc, ces élites sont tentées à nouveau, face à des stress, face à des enjeux de civilisation, à des stress vitaux, sont tentés à nouveau d'activer ce qu'elles cherchent à désactiver à l'intérieur des nations. Et c'est ça qui est assez intéressant. Les élites formées par l'idéologie à la Karl Popper, Harari, Karl Popper, Bason Brock, Einar Mühlmann, etc., les théoriciens de du processus visant à civiliser les cultures, c'est-à-dire un projet de société d'organisation post-culturelle, ces théoriciens-là, depuis maintenant 50 ans en Europe, 70 ans même en Europe, tiennent le haut du pavé, mais l'essentiel de leur argumentation, c'était quoi ? C'était qu'il fallait désactiver précisément les nations, parce que les nations, c'était Auschwitz. Pourquoi c'était Auschwitz ? Parce que les processus par lesquels les nations se construisaient, c'est-à-dire ces processus qu'on appelle en psychologie auto-renforcement, renforcement de ces caractéristiques, face à un enjeu de vie ou de mort, c'est-à-dire la coopération sous stress maximal, CSM, Maximal Stress Cooperation, pour Einar Mühlmann, ces processus d'auto-renforcement étaient extrêmement dangereux. Ils les ont analysés de toutes les formes possibles, ils nous ont expliqué, mais on ne peut pas y échapper. Une communauté de culture, c'est une communauté c'est un organisme social collectif, qui face à un enjeu de vie et de mort, est pris de tout un tas est engagé dans un stress qui va aboutir à la mise en place de son processus d'auto-renforcement. C'est-à-dire à la création d'un certain nombre de vortex sociaux que l'on retrouve, et vous savez que je suis passionné par l'écologie, et l'éthologie aussi, que l'on retrouve de façon extrêmement intéressante dans la nature. Chez les fourmis, quand elles organisent leur stress, qu'elles se mettent à tourner les unes sur les autres comme ça, dans des strus, parce qu'elles ont perdu leur lien phéromonique. Leur lien phéromonique, c'est le lien qui leur permet de se reconnaître les uns les autres. Lorsque les fourmis ne se reconnaissent plus les uns les autres, réfléchissez bien à ça, lorsqu'elles s'engagent dans un vortex, qu'on appelle un vortex morbide, en éthologie, et elles tournent, jusqu'à la mort, si nécessaire, tant qu'elles n'ont pas reconstitué le lien qui les unit. Réfléchissez bien à ça. Vous avez aussi des vidéos que j'ai partagées sur mon site internet. Vous voyez des caribous tourner dans le Grand Nord, dans la presqu'île de je ne sais plus quelle presqu'île russe, et vous les voyez tourner en cercle comme ça. Et vous demandez ce qu'ils font, eh bien, ils créent un organisme social, ils créent une coopération sous stress maximal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tous leurs petits et leurs personnes, leurs plus fragiles, sont à l'intérieur, protégés par une sorte de mouvement circulaire qui les fait tourner, et qui fait que pour un prédateur qui arrivait de l'extérieur, il est très difficile de prélever un individu dans ce groupe. Il n'y a pas de vieux à la traîne qu'on peut choper, de femelles en train de mettre bas qu'on peut attraper, etc., etc. Il n'y a plus d'individu. Il y a un troupeau, mais ce troupeau, parce qu'il a la perception du danger, un stress, une barrière, un prédateur, etc., se met à tourner comme un vortex sur lui-même, et ce faisant, il prend possession d'un espace. Il n'y a pas de coopération efficace sans un espace. Il prend possession d'un espace et organise la fusion de tous ses membres, comme les hoplites, ou plus exactement, c'est nous qui faisons comme eux. Il organise un processus de fusion collective qui rend impossible la possibilité de se saisir d'un individu en particulier. Vous avez immédiatement affaire à l'ensemble caribou. Au peuple caribou, si je puis dire, si je voulais parler un peu façon Walt Disney. Vous voyez ce que je veux dire ? Immédiatement. Alors ça, c'est très intéressant.
Et c'est d'autant plus intéressant que ça existe, je pourrais vous multiplier les exemples, je vous ai donné les fourmis, les caribous, etc., les abeilles. Vous avez des ruches, en fait, où certaines espèces d'abeilles se rassemblent autour de la ruche, en fait, et elles sont prises, en fait, elles forment une boule qui fait comme ça, et elles retournent tous leur abdomen de façon comme dans une ola autour d'un stade, vous voyez. Et vous avez en fait des ondes qui parcourent cette boule comme ça, et vous avez l'impression d'avoir affaire à un gros organisme, et non plus simplement une petite abeille. Et elles font ça quand elles ont l'impression d'être en prise avec un prédateur de grande taille. Là, à nouveau, il n'y a plus d'individualité dans le groupe. Donc voilà ce que font les communautés de culture. Les communautés de culture, sous stress maximal, organisent des processus de coopération approfondie qui font disparaître progressivement l'individualité dans le groupe, créent un terrain favorable au parcours d'ondes électriques de récits collectifs qui vont aligner, synchroniser toutes les parties dans un récit unique, dans une analyse particulière de ce qu'est le danger, de ce qu'est le risque et de la façon dont il faut y répondre. Vous connaissez tous le hussard sur le toit de Giono. Quand il arrive dans le village, qui veut aller à la source, qui veut donner un peu d'eau à son cheval, il arrive dans un village dans lequel il y a une épidémie de tuberculose, si je ne me trompe pas. Choléra, pardon. Il arrive dans un village dans lequel il y a une épidémie de choléra. Et évidemment, tous les villageois lui tombent dessus. Pourquoi ? Il n'est pas du village. Vous allez me dire, ok, mais c'est ok. Et donc, ils sont persuadés qu'ils sont empoisonnés par leur eau. Ou plus exactement, ça fait partie des possibilités. Et donc là, on voit aussi un des effets, l'effet qu'avait pointé Karl Popper, stupéfait par la Deuxième Guerre mondiale et par les atrocités, en quelque sorte, de la mort industrielle, qui n'avait pas tellement cherché à analyser du point de vue d'ailleurs de la technique, ce qui est très intéressant pour Popper. Passons. Popper, donc, s'épouvantait du fait que les communautés de culture, par des processus d'auto-renforcement, en mode de coopération sous stress maximal, organisaient des formes de coopération approfondie qui provoquaient simultanément la désignation d'un ennemi. Et oui, parce que qu'est-ce que fait un collectif ? Il résout en quelque sorte ses tensions internes, il homogénéise sa structure, et donc ceux qui ne marchent pas dans le récit général, il leur arrive des bricoles. C'est comme notre cavalier italien dans la fontaine, ça ne le fait pas. Et voilà. Donc elles sont prises. Le groupe est pris d'une sorte de vortex coopératif extrêmement violent qui pousse en quelque sorte le groupe à pratiquer une forme de coopération extrêmement dure, extrêmement approfondie, extrêmement intense pendant une période donnée. Et ce stress fondateur qui va faciliter ce qu'on appelle la lélopathie, c'est-à-dire le partage de la souffrance, le fait que vous soyez plus... Oui, dans ces communautés, à ces moments-là, en fait, toute la souffrance est partagée. On souffre plus pour son voisin, on souffre plus pour son proche, on souffre plus pour quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. On se sacrifie plus volontiers pour l'organisme social, pour le peuple. Dans une société prise dans un vortex de coopération sous stress maximal, on se sacrifie. Dans cette société, on désigne des ennemis. Et on les vire, ou on les tue. Bref, on les met hors groupe. Ces processus-là, ce sont les processus qui ont bien été identifiés par Karl Popper et par toute sa suite, de Noël Harari à d'autres, etc., et qui les font considérer précisément que les structures post-culturelles, la civilisation, civiliser la culture, comme ils le disent, que des processus post-culturels visent en quelque sorte à désarmer, à désactiver les capacités de réaction immunitaire, en quelque sorte, quasi immunitaire, des collectifs culturels dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que pour eux, ces collectifs mènent à Auschwitz. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'évidemment, ils sont fondamentalement inhérents à toute l'histoire des sociétés humaines. Et ils ne sont pas simplement propres aux sociétés humaines, vous les retrouvez à tous les niveaux dans la nature. Et comme vous savez que peut-être que vous savez que ma passion, c'est de chercher en permanence la continuité entre le cellulaire, l'organique et le social, je peux vous dire qu'on trouve des analogies tout à fait parlantes au niveau cellulaire aussi,
au niveau organique et au niveau social. Bref. Et donc, ces gens-là se retrouvent aujourd'hui, parce qu'ils sont en prise avec d'autres empires, la Chine, avec la Russie, avec d'autres, etc., etc., et dans leur hubris de puissance, alors même qu'ils ont engagé chez nous un traitement, je dirais, immunosuppressif. Hein, un traitement immunosuppressif, c'est quoi? C'est ce qu'on file à un type qui vient de se faire une greffe. Vous lui foutez un greffon. Pour éviter que le corps rejette la greffe, il faut désactiver son immunité. C'est-à-dire, en clair, faire tomber son immunité, faire tomber les capacités de son corps à identifier le soi du non-soi. Parce que qu'est-ce que l'immunité? C'est la faculté de distinguer le soi du non-soi. Hein, ça vous dit quelque chose, là aussi? Et donc, cette capacité instinctive à distinguer le soi du non-soi, qui ne résulte pas d'un processus intellectuel, d'analyse, etc. Ça se fait de façon... par le potin méchant, notamment, et parfois un peu plus. Eh bien, donc, ce processus immunitaire, donc, il faut le désactiver. Et leur travail, leur boulot, cette ingénierie sociale, je dirais, c'est les travaux menés par l'Open Society Foundation, par la plupart des élites, objectivement, de l'Union européenne, etc. Vous ne pouvez pas comprendre, en fait, leur idéologie si vous la ramenez simplement à la malversation, le fait qu'ils soient, etc. Bien sûr qu'ils utilisent des personnes qui cherchent de l'argent, qui cherchent du pouvoir, et ils utilisent les faiblesses des êtres humains que vous trouvez partout, hein, même dans des partis très bien, ou dans des associations très bien. L'humain est l'humain, et donc il y a un peu de tout dans la nature comme partout. Donc ces gens-là utilisent bien sûr ces moyens-là, mais si vous cherchez l'idéologie profonde qui les anime, c'est cela. Il s'agit pour eux de passer dans une société post-culturelle, et l'ensemble des processus qu'ils mettent en œuvre sont des processus qui visent en quelque sorte à s'attaquer à l'immunité collective du groupe pour empêcher l'apparition de nouveaux processus d'auto-renforcement sous stress maximal, sous stress vital dans l'histoire. Évidemment, là où ça commence à clocher, c'est que, et je m'arrêterai là, parce que sinon je vais être trop long, là où ça commence à clocher, c'est qu'ils sont confrontés à des adversaires, à l'extérieur, qui ne veulent pas exactement la même chose qu'eux, ou parfois qui veulent la même chose qu'eux, mais à leur profit. Parce que moi, le modèle chinois, merci bien. Hein. Donc, ces gens-là doivent faire la guerre. Ils doivent faire la guerre sur leur marge. Le problème, c'est que leur stratégie immunosuppressive, de désactivation, de déconstruction permanente de nos référents, d'immigration de masse, etc., etc., cette stratégie-là aboutit à fabriquer des peuples affaiblis, individualisés, trahis, incapables de sacrifice, etc., etc. Des peuples faibles, incapables d'aller se battre contre les uns ou les autres sur les frontières et ailleurs. Et donc, qu'est-ce que fait cette oligarchie occidentale? Eh bien, elle utilise ses marges idéologiques ou géographiques pour le faire à sa place, à notre place, d'une certaine façon. Ces marges idéologiques et géographiques, vous voyez de quoi je parle. Daesh, qu'est-ce que c'est que ça? Daesh, c'est typiquement l'utilisation de soldats qui appartenaient à l'armée de Saddam Hussein, donc l'armée à laquelle ils se sont attaqués, qu'ils ont démembré, qui a été alimentée par des fonds et par des armes et des formations occidentales, dans cette zone-là, pour une raison bien précise, parce que l'objectif était multiple, enfin on ne va pas faire de géopolitique maintenant, et Daesh a été fabriqué et a été alimenté humainement parlant par toutes les niches radicalisées, par toutes les marges idéologiques, toutes, pas la marge d'extrême droite, mais la marge islamisée, typiquement, parce que vous trouvez dans la quasi-totalité aujourd'hui des villes et des campagnes, que ça soit au Machrek, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Europe, vous trouvez de jeunes hommes qui ont été, qui se sont radicalisés idéologiquement. Et ils se sont radicalisés idéologiquement pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre. Parce que les gens qui les enrôlent indirectement pour aller se battre pour Daesh en Syrie, ce sont les types qui ont bombardé les villages de leurs parents, de leur pays, ou qui les ont foutus sur les routes, la plupart du temps. Mais ça, voilà. Et donc quand vous fabriquez, en fait, de la radicalisation idéologique à l'échelle industrielle, dans les banlieues, par une immigration massive que vous ne pouvez pas intégrer, dans des villages ou dans des pays qui sont littéralement ponctionnés, ou qui vivent sous le joug de guerres civiles qui sont fomentées de l'extérieur, etc., ou qui sont littéralement pillés, bref, vous avez toujours des
vous avez toujours des jeunesses radicalisées disponibles que vous pouvez mobiliser dans des combats X, Y, Z. Et donc aujourd'hui, nos élites ont besoin de ces marges géographiques. L'Ukraine est une marge géographique et idéologique qui va aller chercher aussi dans des niches idéologiques particulières des individus capables d'aller se battre contre qui ? Eh bien contre les adversaires de l'Empire nord-atlantique. Et là c'est l'idéal, c'est double bingo. Parce que là, excusez-moi, je fais une parenthèse un peu longue, mais parce que quand vous faites ça, vous utilisez les gens qui sont dangereux en interne pour les envoyer se battre contre vos adversaires en externe. Double jackpot. Vous vous débarrassez des éléments dangereux en interne, ceux que vous avez sous la main, et vous les envoyez se faire trucider, et trucider les armées ou les forces de vos adversaires géopolitiques. Bon, fermez la parenthèse, je reviens sur mon truc, et je conclus donc. Tout leur problème aujourd'hui, à ces gens-là, c'est que leur stratégie immunosuppressive est très efficace. Elle a objectivement, fondamentalement, considérablement affaibli, déstructuré, déconstruit notre population. Ils utilisent en permanence des stress croisés, des stress transversaux, pour activer ou désactiver des stress et empêcher que se forme le gros animal historique, la communauté de culture engagée dans un processus de coopération sous stress vital. Ils en ont une trouille bleue. Ils en cauchemardent la nuit. Ils en parlent et ils en reparlent à longueur de bouquins, de façon allusive, plus ou moins directe. Et donc, confrontés en quelque sorte à la puissance de forces qui leur sont extérieures, il faut encore qu'ils réussissent à trouver des gens envoyés contre eux. Et je vous ai expliqué comment ils le faisaient sur leur marge géographique et sur leur marge idéologique. Tout le problème, donc, pour les années à venir, ce sera d'éveiller à nouveau, dans notre peuple, dans notre société, le gros animal, celui qui nous a fait vivants dans l'histoire, celui qui nous a fait créatifs, de réhabiliter l'esprit de sacrifice, l'esprit de coopération simultanément, et de réveiller à nouveau, si possible, en évitant les effets de bord dangereux qui l'accompagneront, le gros animal collectif, c'est-à-dire le processus de coopération sous stress vital de la population française et, je l'espère, d'autres peuples, autour de processus d'organisation politique rationalisés, intelligents, mais en tout cas qui s'opposeront frontalement à non seulement l'idéologie, mais à la politique mise en œuvre par ces rigolos, qui, à mon avis, de toute façon, seront de toute façon, malgré les moyens dont ils disposent, parce qu'ils n'ont jamais eu autant de moyens à leur disposition, moyens numériques, la technique, on savait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a réussi à étendre des coopérations efficaces au-delà de milliers, de centaines de milliers, de millions de personnes, grâce à des outils tout à fait concrets. L'argent a servi à ça. L'argent permettait d'établir, de coopérer, entre guillemets, économiquement, avec des gens qui n'avaient pas forcément ce que vous avez, qui n'aviez pas besoin de ce que vous aviez à leur vendre, et vous savez comment marche l'argent, vous connaissez l'histoire de la monnaie, etc. Donc l'argent et la technique ont facilité les coopérations étendues. Et évidemment, ces gens-là utilisent toujours l'argent et la technique pour faciliter des coopérations de plus en plus étendues, mais sur des territoires, et leur schizophrénie, et c'est de cela qu'il va nous falloir tenir compte, leur schizophrénie aujourd'hui, c'est que confrontés à des forces extérieures, ils sont tenus de réveiller la bête, la coopération sous stress maximal pour leur seul profit, pour lutter contre les méchants Russes qui veulent les envahir, et contre le méchant Poutine ou les méchants Chinois ou les méchants je ne sais quoi demain. Pour cela, donc, ces gens-là sont pris dans une sorte de schizophrénie totale entre le besoin de nous abaisser, de nous déconstruire, de nous démoraliser, de nous détruire, et le besoin qu'ils sont de disposer de populations efficaces, en bonne santé, capables d'aller au sacrifice pour défendre l'empire nord-atlantique en cours de construction. Et c'est là que ça va se jouer. Voilà, je m'arrête là, puis je vous laisse...